Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission, votre projet pour la Réunion. Je reçois ce soir Éric Ismaël du comité Pangar. Bonsoir. Bonsoir, JSP. Et on va parler de l'autonomie alimentaire. J'allais dire que c'est un serpent de mer et que depuis que je suis dans dans ce métier, et surtout lorsque Paul Vergès était à la région, c'était un sujet qui revenait, mais tellement, je me disais qu'à un moment, ils allaient trouver une solution. Et c'est incroyable, en politique, on a l'impression que la seule chose qu'on fait, c'est qu'on recule. Malheureusement, en politique, ce qui est important, c'est d'être élu. Et quand tu es élu, tu fais des promesses ou cause un tas, et puis en fin de compte, tu ne fais pas rien. Donc, nous, on a pris le parti d'essayer de dire les choses en Alors, on face. va quand même faire petit, je veux dire, un petit focus sur sur ce qui a pu être dit à l'époque. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'on atteigne l'autonomie alimentaire. À un moment donné, c'était l'autonomie énergétique, je Hmm. crois. Mais qu'est-ce qui... On a l'impression que c'est vraiment une soupe qu'on sert à la population et que ça marche. Mais bien sûr que ça marche comme toutes les promesses. L'autonomie énergétique, si tu veux bien, on fera une autre émission sur ce sujet parce que Ouais. c'est vraiment un sujet à part entière. Concernant l'autonomie alimentaire, on en parle, mais en fait, on n'avance pas véritablement parce que Alors, on va d'abord définir, c'est quoi l'autonomie alimentaire? l'autonomie alimentaire, alors il faut différencier l'autonomie, la sécurité alimentaire, l'autosuffisance alimentaire, ce sont vraiment des choses différentes. Moi, je préfère parler de l'autonomie alimentaire, c'est-à-dire que on est, tu le sais, sur une île. Bon, une île, c'est comme un bateau. Quand tu prends ton bateau, tu penses, tu vas à la pêche, tu penses quand même à amener de quoi boire et de quoi manger. Or, nous, ici, tout vient de l'extérieur. Enfin, je dis tout, j'exagère, mais entre 75 et 80% de ce qu'on Alors, consomme sur l'île, en moyenne, on dit on exporte 500 millions et qu'on importe 4,5 milliards. En moyenne. ouais, c'est pas ce que disent les chiffres que j'ai, hein. C'est chiffre. Alors, allez-y. Alors, en fait, si on considère uniquement le volume financier, Ouais. on est à peu près équivalent entre ce qui rentre et ce qui sort. Mais ça ne nous profite pas. Parce que quand tu construis, on s'écarte un petit peu du sujet, mais c'est pas grave, on fait de la pédagogie. Quand on construit la route du littoral, tout l'argent qui arrive pour construire la route du littoral, D'accord. en fin de compte, repart dans des sociétés qui sont extérieures au département, ce qui fait qu'au final, on a une route du littoral, enfin une moitié, et cet argent, il est déjà reparti, Mhm. tu vois. Donc, et c'est toujours comme ça, c'est-à-dire qu'on a des sociétés qui sont extérieures au département et qui profitent en fin de compte du département pour faire de l'argent. La canne à sucre, par exemple, Tereos est détenue par des capitaux étrangers, notamment BlackRock, des fonds de pension américains. Donc, quand on défend la culture de la canne à sucre, il faut savoir qu'on défend les fonds de pension américains. Alors, définition de l'autonomie alimentaire, alors. Alors, ma définition de l'autonomie alimentaire, c'est déjà que chacun ait quelque chose à manger dans son assiette. D'accord. C'est déjà ça. C'est capital. Parce que quand on sait que nous sommes soumis à des aléas climatiques, des aléas politiques, avec des conflits au Moyen-Orient qui peuvent être impactants sur notre approvisionnement, eh bien, on ne peut pas, si on est un tout petit peu raisonnable, se poser la question de ce que les Réunionnais vont manger demain. Et quand je dis demain, c'est vraiment demain. Parce qu'on n'est vraiment pas à l'abri d'une guerre en Ukraine avec une entrée de l'Iran dans le jeu, De etc. toute façon, on l'a vu au moment où le conflit entre la Russie et l'Ukraine a démarré, les produits, pas mal de produits, leurs prix ont Tous, flambé. tous, tous. Je suis tombé en mettant de l'ordre dans un vieux carton et j'ai trouvé un dépliant qui datait de 5 ans. Et quand tu vois le prix des promotions il y a 5 ans, ça fait un petit rappel un petit peu de ce que pouvaient être les produits. Pour moi, franchement, les prix ont augmenté de près de 30%. Pour certains, d'autres, Bah, beaucoup les plus. produits qui étaient sur Ouais. le dépliant, je peux te le ramener, tu verrais. Non, non, Après, on va dans une grande surface juste à côté et on voit le ratio. On est à près de 30%.
Ce sont des produits, tu sais, qu'on trouve dans les dépliants, ce sont des produits généralement de première nécessité, ce que les gens veulent acheter. J'allais dire, quelque part, l'autonomie alimentaire, pour la Réunion, et surtout pour l'époque, lorsque les politiques en parlaient, la région en parlait à l'époque, beaucoup, c'était de produire suffisamment à la Réunion pour l'autosuffisance. Euh, Est-ce que la Réunion, un territoire de 2500 km², a suffisamment d'espace pour produire pour la Réunion? Là encore, ça se discute. Ben, et ça se discute, mais il faut vraiment qu'on en parle. En fait, quand on regarde les chiffres, on sait que pour un individu, on doit avoir une certaine surface agricole. D'accord? Mais ça dépend de quelle agriculture on parle. Est-ce qu'on parle de l'agriculture dite conventionnelle avec des sols qui sont morts? Typiquement, c'est la culture de la canne à sucre. Va dans un champ de canne, déjà tu verras que le sol est à nu. Or, l'humus qui est sur le sol, c'est comme ta peau. Si je t'enlève ta peau et que je te demande de vivre, tu auras d'énormes difficultés. Donc, comme cette terre, elle est vide de micro-organismes, il n'y a absolument plus de bactéries, de champignons, de vers de terre et d'insectes, on y apporte pour nourrir la plante plein d'intrants qui viennent de l'extérieur. Donc, encore une fois, en cas de problème, ces intrants, on les a pas. Moi, je fais le choix d'éliminer cette culture et de partir sur des cultures beaucoup plus raisonnables. Et des cultures raisonnables que l'on sait faire. Parce que Mémé, dans son jardin, sous son pied de mangue, eh ben, elle avait ses tisanes, elle avait des plantes aromatiques et elle avait aussi de la culture vivrière, de la culture maraîchère. Si ce projet est possible à partir d'une certaine hauteur, parce qu'il y a encore de la terre, sur le littoral, aujourd'hui, c'est difficile de revenir à à cette façon de vivre. Oui. Je dis, ouais, Gismi, imagine un instant, hein, bateau il rentre plus dans le port, on va voir si de ne plante pas. Et on l'a vu avec les jardins partagés du Chaudron, on l'a vu au pied des immeubles, des gens qui ont commencé à planter. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas une priorité. Tu vois, le show continue, on vit comme si on était un département au milieu de la France hexagonale. J'aime pas ce terme, je devrais dire la France tout court. Non, mais en fait, on est un bateau au milieu de l'océan. Donc, on devrait avoir une mentalité de naufragé. Penser à nos ressources, on en a et on en a plein. On a plein de microclimats. On n'a pas besoin de... Oui, mais là, on va aller sur un terrain qui est très, complexe, puisqu'on parle de l'être humain. L'autosuffisance, avant, on l'avait, surtout pendant et après la guerre, parce qu'on n'avait pas le choix, il n'y avait pas de bateau. Ouais. Et on a trouvé les moyens de nourrir. Et puis, on était beaucoup moins nombreux. On a trouvé les moyens, les gens ont souffert. Si on discute avec nos anciens, on ne mangeait pas obligatoirement à sa faim pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait du trafic. Moi, je me rappelle que mon beau-père, il me racontait comment ils avaient pris le train pour aller chercher un poulet en cachette de l'autre côté. C'était catastrophique. C'était vraiment le système débrouille, quoi. Donc, et là, aujourd'hui, c'est pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population a augmenté. On est à plus de 800 000 habitants. On a pris les terrains, les terres les plus arables pour faire de la construction. Et puis, on a augmenté le phénomène de gentrification avec des structures hôtelières. Donc, si on veut véritablement atteindre, ne serait-ce que un objectif, se dire juste avoir une assiette remplie. Hein. Je ne te parle pas de mettre de la viande dedans. Hein. Non, juste une assiette remplie. Il faut vraiment qu'on remette l'église au milieu du village. Alors, je vais revenir sur un terme, gentrification. Alors, tout le monde a parlé du grand remplacement. Alors, gentrification, c'est que lorsqu'une population qui est déjà pesée, peu à peu est déplacée pour laisser arriver une autre. Alors, elle n'est pas déplacée, on ne vient pas avec les forces de l'ordre la déplacer. Hein.
je dis, elle n'a pas les moyens de rester sur... Exactement, exactement. Et tu vois, on a beau jeu de critiquer les Réunionnais qui vendent leur terrain et puis ensuite on voit des structures hôtelières s'installer ou de grands immeubles. Mais c'est le capital de toute ta vie. Tu as travaillé toute ta vie, tu as ton petit bout de terrain, on te dépose une liasse de billets sur la table, tu as des enfants qui font des études, bah, tu cèdes. Ouais. C'est là, il est là le problème. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une forme de patriotisme intérieur, et puis on a aussi des intérêts personnels qui font que maintenant, va essayer de te loger à Saint-Gilles ou à l'Étang-Salé. Oui, bah, On peut la plus. première gentrification qu'on a relevée à La Réunion, c'est bien ce qui s'est passé à ce niveau-là. Bien sûr. Et j'ai oublié le nom du quartier en plus. Et on a commencé à déplacer ceux qui habitaient sur le littoral de plus en plus Bah, là vers où les c'était hauteurs. catastrophique, si on reprend l'exemple de Saint-Gilles, Ouais. c'est que quand aujourd'hui on voit des villas avec vue sur mer sur la falaise, c'est qu'on a déplacé des populations dites autochtones parce qu'il y avait un risque pour leur vie. Mais bon, parlons de l'autonomie alimentaire. Alors, alors, faire de l'autonomie alimentaire à La Réunion, ça serait quoi? Faire de l'autonomie alimentaire, ça demande déjà un grand courage. On sait que les politiques ne sont pas extrêmement courageux. C'est la raison pour laquelle, avec 18 associations, le comité Pangar est allé voir les gens de la région qui nous ont accueillis superbement pour essayer de faire entendre une voix quelque peu dissonante. Parce que l'urgence est là. Et l'urgence en politique, ils ne la connaissent pas vraiment. Ou alors, leur urgence se situe avec des échéances électorales. Nous avons une vision pour 2040-2050. Or, le SAR, c'est 2050. Donc, on vient essayer de leur dire que là, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait faire et qu'il faudrait faire en urgence. Et on essaye de leur parler leur langage. Leur langage, c'est déjà de maintenir la stabilité sociale. Lorsque un phénomène cyclonique atteint une île, la première des choses qui arrive, c'est le désordre. On l'a vu à Haïti, on l'a vu à Mayotte et on l'a vu récemment en Jamaïque. C'est-à-dire qu'il est normal que les gens pillent les grandes surfaces puisqu'ils sont à l'agonie, ils sont véritablement démunis. Donc si nous ne voulons pas avoir ces phénomènes-là, de manifestations sociales violentes, il faut anticiper cela. Or, on sait que nous pouvons tenir que quelques jours en cas de rupture d'approvisionnement, quelle que soit la forme de la rupture d'approvisionnement, hein, que ce soit une guerre, comme je le disais tout à l'heure, ou alors un phénomène climatique. On ne peut plus tenir comme ça. Il faut vraiment envisager un autre modèle. Sauf que nos politiques ne connaissent pas ce que c'est que l'intelligence artificielle, ne voient pas qu'il y a un changement climatique en cours et en fait n'anticipent pas véritablement les choses. Ils ont toujours un ancien modèle. Est-ce que je veux dire, c'est illusoire ce que je veux dire, hein. Il y a vraiment, je le dis parce que c'est une hypothèse que je veux proposer. Si les agriculteurs, si les Réunionnais reprenaient le goût à la terre, ça serait déjà un point de départ. Oui, mais tu sais, on n'impose absolument rien à quelqu'un. Il faut vraiment que les choses se fassent par amour. Moi, j'adore avoir les mains dans la terre, mais c'est pas obligatoirement le cas de tout le monde. Oui. Aujourd'hui, on a la telenovela, on a un confort de vie, on va dans la grande surface, on trouve tout de suite ce que l'on veut, on paye carte bancaire. Mais sauf que ta carte bancaire, elle fonctionne quand tu as un système monétaire qui fonctionne. S'il y a un effondrement monétaire, comme nombre de spécialistes le disent, et que ça sera vraiment sur le plan mondial, puisque le dollar vit sur la dette, l'euro vit sur la dette, on est vraiment dans une période de crise, on ne peut pas raisonnablement dire que tout va bien. Donc si on commence à dire aux gens que il faut le faire vraiment par nécessité, le goût viendra. On le voit, il y a certains exemples qui ont été faits où on a attribué des terres à des familles pour qu'elles viennent. Ça crée du lien social, ça crée de l'harmonie, ça crée du plaisir, ça fait de la pédagogie pour les enfants et en plus on mange bien. Donc c'est vraiment quelque chose où tout le monde est gagnant. Sauf que ce n'est pas l'ambition générale de l'ensemble des municipalités et même du département et de la région. On y arrivera. J'allais dire, si je prends
l'histoire de La Réunion, et je reste les années 50, 60, 70, 80, où il y avait des endroits qui étaient vraiment des jardins, des greniers, Oui, comme ça a été le cas. Allez, je vais prendre dans l'Est, parce que dans l'Est, je connais un petit peu le littoral de Saint-André, Chambord. Il y avait Saint-Denis, toute la Bretagne, ouais, à Saint-Denis, la Possession, toute la mi-hauteur de la Possession. Je veux dire qu'il y avait des endroits où la culture, l'agriculture était vraiment bien implantée. ouais. Aujourd'hui, la plaine des Cafres, si on veut parler du sud, il y avait des endroits où c'était vraiment le grenier de la Réunion. Ouais. C'est parce qu'aujourd'hui, les générations qui arrivent ne veulent pas reprendre la terre que... Non, c'est pas vrai. Non. On a beaucoup d'agriculteurs qui sont justement en demande de terre et étonnamment, leurs demandes d'appropriation de terre sont refusées par la SAFER. On peut se poser la question. On a 7000 hectares de friches qui sont difficilement exploitables de manière mécanique. C'est la raison pour laquelle ils ont été abandonnés par la culture de la canne. Et on pourrait très bien attribuer ces terres pour faire de l'agroforesterie, de la permaculture, avoir véritablement de la biologie dans les sols, une agriculture noble, qui plus est, a un rendement supérieur à l'hectare que la culture dite conventionnelle, qui est en fait de la pétrochimie. Puisque quand tu utilises un tracteur, eh bien, en fait, il te faut du carburant dans ton tracteur. Quand tu utilises des engrais, il faut bien que ces engrais arrivent. Donc, tout ça, c'est généré par le pétrole. Si on est vraiment en crise, et c'est comme ça qu'il faut le voir, on va utiliser un peu plus de bras. Et on va donc créer une économie, on va ramener de l'argent dans le circuit réunionnais et non pas à des capitaux étrangers. Mais il y a quand même à mettre en place une pédagogie pour les Réunionnais, parce qu'il faut aussi qu'un certain nombre d'entre eux retrouvent le goût de la terre, repartent dans les champs. Je veux dire, il faut aimer la terre, il faut vraiment avoir envie de travailler la terre, de planter, de l'utiliser, de l'exploiter. Oui. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire on le voit à chaque début de campagne sucrière. Tu irais, toi, aller couper les cannes? Je l'ai fait, mais bon, là, Ouais. j'irai. Non, mais il faut être honnête. Quand tu vois le salaire d'un coupeur de canne, travailler sous le soleil, à faire un geste répétitif, ça n'a rien à voir avec l'agriculture Oui, biologique. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'on se plaint que les gens n'aiment pas la terre, en fait, il faut voir de quelle culture on parle. Si on donne à quelqu'un, on donne ou on lui prête un petit bout de terrain pour faire un jardin partagé, ça n'a rien à voir avec aller couper de la canne. je peux aller plus loin, pour le peu que je connais. Je veux dire, quand on est sur un champ de canne, qu'il faut replanter, c'est un travail. Je veux dire, on commence à 6 heures du matin, et le soleil de 10 heures commence déjà à peser, et l'après-midi, il faut avoir envie. Alors, deux arguments à ça. Premièrement, nous avons des agriculteurs qui veulent s'engager et ils n'arrivent pas à trouver de terrain. Le deuxième argument, c'est que les agriculteurs qui travaillent déjà se plaignent de ne pas avoir un revenu. Or, il est tout à fait possible d'avoir un revenu honnête s'il y a un engagement des mairies à utiliser les produits des agriculteurs. Il y a la loi Egalim qui prévoit une certaine quantité d'aliments biologiques dans les assiettes des enfants. L'assiette des enfants, c'est 80 000 repas. Je suis d'accord, mais encore une fois, je reviens sur euh, cette posture-là. On l'a abordée lorsque moi j'étais représentant de parents d'élèves dans les collèges ou les lycées. C'est que là, il faut un volume pour Ouais. que un collège, pour que la mairie, pour qu'une école, un collège ou un lycée euh, passe à marcher avec les agriculteurs, il faut qu'ils soient assurés d'avoir le volume nécessaire au moment demandé. Eh bien, Et à La Réunion, on ne peut pas dire que l'agriculture
local Ouais. peut répondre à ça. Eh bien oui, on est là vraiment dans le système du serpent qui se mord la queue. Oui, C'est-à-dire que les collectivités, en tout cas les administrateurs des cantines scolaires, les gestionnaires, veulent avoir un certain volume et l'agriculteur, lui, il n'est pas assuré d'avoir un prix de vente honnête, voire de vendre sa production. Donc évidemment, il ne va pas se lancer dans une production qui va être énorme. Eh ben, il y a un moment donné, il faut qu'on se mette autour de la table et qu'il y ait un courage politique du maire qui dise, moi, aujourd'hui, je décide que les élèves de mes cantines scolaires vont manger 20% de bio. Et à ce moment-là, ça va obliger l'administration qui gère cela à changer son modèle de pensée. Parce qu'il est normal aujourd'hui de se dire, voilà, l'année prochaine, le menu des élèves sur un an. Mais ça ne marche pas comme ça en agriculture. Tu peux avoir un cyclone, etc. Donc évidemment, il faut un plan B. On ne va pas laisser les élèves sans manger. Donc il y aura des conserves. Donc ce qui veut dire qu'il faut que nous, dans nos surproductions agricoles, il faut qu'on pense à la transformation. Donc faire de la transformation, ça veut dire aussi créer de l'emploi. Et si on dit à un agriculteur, voilà, si tu réussis à produire tant de salades, tant de carottes, tu es assuré qu'on te prenne ta salade et ta carotte à tel prix. Mais bon sang, mais il est heureux, puisqu'aujourd'hui, il tire la langue. Donc, si on assure un niveau de vie correct l'agriculteur et que l'homme politique ou la femme politique est sûr d'être réélu parce qu'il a mis les mamans de son côté, mais tout le monde est content. Et c'est exactement ça qu'il faut faire. Donc, on va d'abord essayer de faire une démonstration sur une commune en ce qui concerne le comité Pangar. Je t'en parlerai ultérieurement. Mais une fois que nous aurons fait la démonstration que c'est possible, il faudra donc diffuser cette démonstration sur d'autres secteurs. On en reparlera à un moment ou à un autre, parce que je pense que le sujet mérite qu'on continue à le développer. On a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. Rick Ismaël, merci pour ces éléments. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène. Je vous dis à bientôt.